plus loin, si les entreprises s'engagent en profondeur, quel rôle va-t-il rester à la puissance publique? Vous avez parlé déjà, Vincent, un petit peu de votre peur du fait qu'elles deviennent trop politiques, qu'elles investissent trop le champ politique. Donc, l'un et l'autre, quel est votre positionnement par rapport à tout ça? Irène? Oui, non, mais je suis alors là, vraiment, c'est navrant parce qu'on est totalement d'accord. Il va falloir qu'on trouve un point de désaccord, mais il faut vraiment remettre alors l'église au milieu du village. Je ne sais pas si c'est la bonne expression pour parler du politique, la mairie ou la préfecture au milieu du village, mais incontestablement, les entreprises n'ont pas de rôle politique, même si elles ont un rôle, comme on l'a dit, une dimension, enfin une finalité sociale, disons, qui aujourd'hui tend à prendre une dimension nouvelle et absolument nécessaire, absolument passionnante, on reste dans une logique de subsidiarité. C'est la puissance publique qui, évidemment, a la prérogative de s'occuper du bien des personnes, leur accès à l'éducation, à la santé, à la sécurité. Ce qui est très important, c'est que ça montre plutôt que l'idée, c'est que le bien commun, c'est pas top-down. Ça ne vient pas du haut et ça ne vient pas comment dire, s'imposer aux entreprises, aux citoyens, aux consommateurs. C'est une construction, ça surgit des relations, ça surgit finalement de notre désir de faire ensemble ce qui est bien, et c'est précisément ça, le processus de la raison d'être. C'est ça, c'est comment on construit ensemble ce qui est bien. Donc, ce n'est pas un rôle politique, c'est procédural, je dirais presque. Et donc, voilà, pour répondre à votre question, absolument, il y a une ligne de frottement, plutôt une zone de frottement peut-être plus importante qu'avant, mais le rôle de la puissance publique n'est absolument pas, comment dire, concurrencé. Ça pose d'ailleurs une question assez intéressante de savoir dans quelle mesure les sujets de RSE doivent entrer dans la hard law, enfin dans l'ordre juridique, ou ça doit rester du soft law, c'est-à-dire finalement un ordre éthique, un ordre de morale. Moi, je pense profondément que, bon, il y a des réglementations, on les connaît, il y a eu la loi Pacte, là, il y a un durcissement de la réglementation relative à la déclaration, aux déclarations de performance extra-financière. C'est très bien, mais fondamentalement, la RSE, ce n'est pas une norme, c'est de la stratégie d'entreprise. Ça doit être de la stratégie d'entreprise. Merci beaucoup, Vincent. De toute façon, il est certain qu'il y a un espace qui est un espace sacralisé, c'est les missions régaliennes de l'État républicain. Et c'est vrai que tout ce qui relève de la sécurité, de l'ordre public, de la défense, du droit, de la justice, la mission de gérer les finances publiques, etc., on est là sur des missions régaliennes où je crois personne n'envisagerait que l'entreprise se substitue à la puissance publique. Il y a une chose qui me paraît quand même très importante à prendre en compte, et on l'évoque souvent, notamment avec ces très grandes entreprises que sont les GAFA, mais pas que, et que c'est le fait que les entreprises soient devenues des puissances à part entière. C'est vrai que ça pose parfois des questions majeures sur précisément la réglementation, l'encadrement d'un certain nombre d'activités qui, in fine, pose des choix de société sur lesquels le politique doit garder la capacité à avoir une vision. Mais il est clair que la complexification du monde, la complexification des innovations, du progrès en général, font qu'on voit bien que c'est souvent entre les mains des entreprises que se trouvent être concentrées des innovations dont on attend beaucoup. On parle beaucoup effectivement de la question de l'environnement. Je crois que vous avez prévu peut-être qu'on en parle un tout petit peu, je suis plus certain. Mais en tout cas, on voit bien que sur ce sujet-là, si on met de côté les convictions idéologiques qu'on peut avoir sur le sujet, on voit bien que c'est beaucoup du côté des entreprises dont on attend la capacité à faire que soit possible ou non un développement durable et que soit possible une croissance qui ne grève pas la capacité à préserver la planète. Et donc, on voit bien que les entreprises ont une forme de souveraineté dans certains territoires d'innovation qui pose effectivement des questions majeures et qui confirment qu'elles ont un rôle qui dépasse, on va dire,
des simples échanges socio-économiques dans lesquels elles ont pu être traditionnellement un petit peu limitées. Donc, je crois qu'effectivement, on est tout à fait en phase pour considérer qu'il faut ne pas faire de l'entreprise une instance politique. Ce n'est pas le lieu où se délibère la démocratie, mais il y a un vrai sujet sur le fait qu'elles sont des puissances et qu'elles ont une capacité d'agir sur le monde qui est parfois à la mesure et même parfois plus forte que celle des États. Et que ça pose des questions de vision politique, de vision de société pour qu'on puisse construire des régulations qui s'appliquent à ces entreprises. On le voit bien dans l'actualité à l'heure actuelle avec toute la problématique sur le rachat de Twitter par Elon Musk qui voulait restaurer un compte célèbre qui avait été fermé par la plateforme, le pouvoir politique que ce genre de plateforme est en train de prendre. Le travail sur la raison d'être, on a un tout petit peu parlé de la loi Pacte, dont certains résultats sont d'ailleurs régulièrement dénoncés dans vos articles, Vincent. Est-ce qu'il ne peut pas constituer, au contraire de ce qui est fait le plus souvent, une occasion de transformer le fonctionnement des entreprises en profondeur en alignant les stratégies, ressources humaines, marketing, communication et RSE? Bon, c'est vrai que moi j'ai été un peu parfois taquin avec la raison d'être, mais c'est pas que j'en veux à la raison d'être. C'est-à-dire que ce que j'ai parfois et souvent pointé, c'est que j'avais le sentiment que certains communicants, en voulant faire un fonds de commerce à outrance, exploitaient un peu une révolution dans un verre d'eau pour quelque chose qui finalement n'était pas si nouveau que ça, puisque finalement la raison d'être c'est quoi? C'est enfin moi je ne suis jamais tombé de ma chaise en lisant une raison d'être, puisque en général soit c'est des évidences, voire c'est parfois un peu lénifiant et ronflant, souvent un peu les deux en même temps, mais c'est plus ou moins une manière de raconter l'activité, les missions d'une entreprise, ses activités, enrobées dans des considérations sociétales pour reconnecter ces missions, ces activités avec des questions d'intérêt général. C'est souvent un peu à ça, enfin, me semble-t-il, que la raison d'être revient dans son habillage, dans la façon dont elle se verbalise, dont elle prend forme dans un corpus littéraire produit par l'entreprise pour se raconter. Petite anecdote quand même, je pointe ça parce que c'est intéressant, parce que parfois c'est un microcosme. On a fait récemment un sondage Confluence avec Odoxa. On a posé la question sur toutes ces notions avec lesquelles on jongle beaucoup, savoir un petit peu où en étaient les Français. Il faut savoir que 6 Français sur 10 en déclaratif disent n'avoir jamais entendu parler de ce concept de raison d'être d'entreprise, et sur les 39% qui en ont entendu parler, seulement 13% sont capables de dire ce que c'est. Donc, j'ai envie de dire, ça nous ramène aussi à des justes proportions de place que ces notions-là, aujourd'hui, ont dans l'opinion. Donc, la raison d'être, ce que je trouve intéressant, justement, c'est que dans un monde où on idéalise beaucoup la notion de transformation, il faut toujours se transformer, on ne s'arrête jamais. Je trouve que la raison d'être, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut constituer quelque chose qui est quelque chose de stable, qui offre un cadre. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'une raison d'être bien réfléchie, c'est une raison d'être qui sait mettre l'entreprise en mouvement, mais en même temps qui est capable de la mettre en cohérence avec ce qu'elle est, ce qu'elle sera et ce qu'elle a été. C'est une capacité à ne pas donner le sentiment qu'une entreprise se renie ou qu'elle est autre chose qu'elle-même, parce que ça, je pense que ça peut desservir considérablement le sens d'une telle démarche. Après, je crois, parce que puisque vous pointez dans votre question des considérations aussi en termes de RH ou de RSE, etc., je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vécu quand même une sorte de crise de relations au travail, et il me semble que la raison d'être a été pour de grandes entreprises à un moment donné quelque chose de très important, de très structurant pour les aider à travailler en interne l'adhésion à l'entreprise, au projet d'entreprise. Je pense que mon sentiment, c'est que à date en tout cas, la raison d'être a été beaucoup mise à profit dans ces dynamiques-là. Et quand vous discutez effectivement avec de grandes entreprises, on avait fait une étude sur l'état des lieux un petit peu de la raison d'être dans les entreprises du CAC 40. Ce qu'on voyait quand même bien, c'est que très souvent, il y avait une démarche d'empowerment qui avait permis un petit peu de remobiliser un peu le collectif et de redonner un peu une dynamique d'ensemble et de réenraciner un petit peu chacun à l'entreprise. La raison d'être qui est finalement surtout, à mon avis, un marqueur de cette idée qu'on a plusieurs fois évoquée avec Irène sur l'empreinte de l'entreprise dans la société. Et la raison d'être, effectivement, c'est comment est-ce qu'on rend plus lisible cette empreinte de l'entreprise dans la société et du coup de donner plus de légitimité à l'entreprise du point de vue de ces questions de société qui traversent son activité, quoi. Voilà.